il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter. Parce que pour moi, la presse féminine, c'était vraiment un doudou, puis c'était la réponse à plein de choses, quoi. Comment on fait le premier pas, comment je vais les rouler une pelle à ce garçon sans lui cogner les dents, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai du recul et je connais les défauts de la presse féminine et ado et surtout il y a 20 ans, 30 ans, enfin 30 ans, non, peut-être pas 20 ans du coup pour moi, mais questionner mon idée pendant quelques temps, la laisser monter, mûrir, mariner, quoi. Et ensuite, tu envoies un petit synopsis à ton éditeur en lui disant voilà pourquoi il faut parler de ça, voilà ce que je vais raconter dedans, voilà les personnes que je vais interroger, voilà ce que je veux questionner. Alors que les hommes, non, les hommes ils se disent mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre, mais je vais quand même pas aller faire une prise de sang par exemple pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme en fait? Tu te dis la charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité? Et en fait, tu te dis mais ouais, ça doit toucher certaines femmes, et tu creuses et en fait c'est énorme, et tu te dis mais ouais. Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Alors, je suis Caroline Michel, donc je m'appelle un peu comme tout le monde. On me confond souvent avec d'autres Caroline Michel. Je suis journaliste pour la presse féminine essentiellement, sur les questions effectivement donc de psycho, de sexo et aussi de sociaux. Et à côté de ça, j'écris des bouquins toujours sur les mêmes thématiques, parfois non, et donc sous pseudo. Donc voilà, en gros, c'est ça mon parcours. Je suis une ex-parisienne aussi, j'ai 33 ans. D'accord, Voilà. ex-parisienne parce que tu habites où maintenant ? Maintenant, je suis à Rennes, je suis en Bretagne. D'accord, Ouais. ok. Et donc du coup, comme là tu le mentionnes directement, mais c'était une de mes questions pour bien plus tard. C'est vrai que tu signes tes livres, en tout cas là, tous ceux que j'ai pu lire sur la sexualité sous le nom de Caroline Michel. Alors je sais pas si c'est ton vrai nom ou ton, Oui. ou ton voilà. Oui, c'est bien le problème, c'est mon vrai nom, mais ça fait pseudo. Ouais. Et par contre, tu signes tes autres livres sous un autre nom. J'ai quelquefois signé des livres sous un autre nom, c'était vraiment par souci de cohérence. C'est-à-dire que quand c'était des bouquins qui traitaient pas du sujet de la sexualité et de la psycho, je me disais, pour pas tout mélanger, ce serait intéressant que mes livres qui traitent vraiment de la sexualité soient bien identifiés sous mon nom, et ceux qui font un petit peu des pas de côté parce qu'on va parler d'humour, parce qu'on va parler, d'humour, on va parler, je sais pas moi, d'argent avec humour, qu'on va parler de la trentaine, j'ai aussi fait un bouquin sur la trentaine avec humour, etc. Je me disais, pour pas tout mélanger, en fait, c'est vraiment, je pense, un souci de cohérence. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. C'est pas, parce que moi j'aurais pensé peut-être que j'ai pu croire que peut-être tu aurais utilisé un pseudo à tes débuts quand tu as commencé à parler de peut-être à écrire pour les premières fois de sexualité. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'exposer mon nom ou pas, mais c'était pas du tout ce genre de question que tu t'es posé. C'était pas ça, surtout que justement c'est peut-être l'avantage aussi de mon nom, c'est que je m'appelle comme tout le monde, donc parfois je me dis au pire on saura même pas que c'est moi, peut-être. Il y a tellement de Caroline Michel qu'il y a d'autres Caroline Michel qui peuvent écrire des bouquins, donc c'est l'avantage et l'inconvénient de mon nom, quoi. C'est que ça fait pseudo. Il y a la présentation, parce que moi j'ai vraiment cru que c'était un surnom, parce qu'il y a une présentation sur la couverture d'un de tes livres où c'est marqué Caroline s'appelle Michel comme tout le monde mais parle de sexe comme personne. Ouais. Oui, okay. C'est vrai que si j'avais voulu l'inventer, ça aurait été pas mal, mais non, je me suis vraiment fait cette réflexion-là en écrivant cette petite biographie, parce que finalement j'ai un nom banal, quoi. Ok. Mais à part ça, du coup, comment t'en es venue à commencer à écrire déjà, est-ce que t'as toujours voulu être journaliste quand t'as commencé
à vouloir être journaliste, puis finalement tu l'es devenue. Est-ce que tu savais ou tu te disais que tu allais vouloir écrire sur cette thématique-là de tout ce qui est psycho et sexualité, ou c'est venu petit à petit ou par un événement, ou voilà, c'est quoi un peu ton parcours derrière tout ça? J'adorais écrire quand j'étais très jeune, à 10 ans, 12 ans. Enfin, ça se passait à travers des journaux intimes seulement. J'adorais ça et j'adorais la presse féminine en fait. J'adorais lire des articles de la presse féminine. Moi, je me souviens que j'attendais toujours la sortie du Miss, du Jeune et Joli, tous ces magazines-là, Girls et compagnie. Je réunissais toujours 14 francs ou 16 francs. Je me souviens, c'était les 2 prix là. Il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter. Parce que pour moi, la presse féminine, c'était vraiment un doudou, puis c'était la réponse à plein de choses, quoi. Comment on fait le premier pas, comment je vais les rouler une pelle à ce garçon sans lui cogner les dents, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai du recul et je connais les défauts de la presse féminine et ado et surtout il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, 30 ans, non, peut-être pas 20 ans du coup pour moi, mais je connais les défauts. Alors, peut-être que j'avais aussi envie de revanche en me disant, bon, va falloir dire des choses peut-être plus vraies ou plus réalistes ou qui... Voilà, mais en tout cas, j'étais complètement fan des articles souvent et du ton aussi quand j'ai commencé quand j'ai découvert Cosmo, Biba et tout, le ton m'amusait et en même temps j'avais l'impression d'apprendre plein de choses. Ça nourrissait toujours mes réflexions dans les relations avec les garçons, etc. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire et très spécifiquement pour la presse féminine. J'ai jamais rêvé d'être journaliste reporter ou de présenter le JT ou ce genre de choses. C'était vraiment je veux écrire des articles psycho qui s'adressent aux femmes dans des magazines féminins. C'était vraiment ça mon objectif, quoi. Mais c'était pas très avouable. C'était très avouable? Ouais, je l'avouais pas trop. Tu vois, au lycée, tout ça, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais écrire pour Cosmo. Bof, quoi. Je disais pas trop. Et donc, j'ai pas du tout... Tu pouvais dire elle, peut-être, c'était oui, plus... ouais, peut-être, j'aurais pu. Non, je l'ai toujours tu. Et du coup, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. Donc, mon parcours, j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait j'ai fait 5 ans d'économie, quoi. J'ai fait une fac d'éco, je sais pas ce que j'allais faire plus tard, mais je sais pas, travailler à la banque, faire du marketing. Je me disais bon bah c'est sympa, ça va être bien. Au pire, je ferai un peu de com, peut-être que la com ça me permettra de créer. Et puis, mais en parallèle, j'étais frustrée pendant ces études-là. Je me souviens, j'étais la bonne élève sans problème et tout ça. On me demande de faire, je fais. Mais je sentais bien que c'était pas ce qui m'amusait, m'animait, m'éclatait. Donc, en parallèle, j'ai lancé mon blog à ce moment-là en me disant, je vais au moins écrire pour le plaisir, quoi, pour le plaisir de partager des choses, des réflexions, des anecdotes. Et c'est comme ça que finalement, j'ai opéré un virage à Bac+5 en me disant, mais non, en fait, quoi. Je vais pas faire de l'éco toute ma vie. C'est pas ça. Je veux pas ça, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et comment t'as réussi à avoir peut-être tes premiers articles, tes premières piges dans des magazines, faire vraiment ce que tu voulais, réaliser ton premier rêve? C'est grâce au blog, en fait? En partie, ouais. Le blog, c'était vraiment une vitrine à l'époque. Et puis bon, on était dans les années, je sais pas, 2005, 2010 max. J'ai dû créer mon blog en 2007, je crois. Et c'était vraiment une vitrine. À l'époque, il y en avait pas 36 et ça aidait, en fait. Et on m'a donné des chances comme ça. J'ai rencontré d'autres blogueuses, on m'a donné des contacts. Et puis, je me souviens d'entretiens où je suis arrivée vraiment, un peu perdue, mais un peu s'il vous plaît, quoi. J'adore ça, j'ai envie d'essayer et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des personnes qui ont misé sur l'humain avant tout et qui se sont dit bon, elle a vraiment l'air motivée, elle a vraiment l'air d'avoir envie de découvrir. Je sais pas quel effet j'ai pu faire à ce moment-là, mais on s'est pas du tout attardé sur mes études qui n'avaient rien à voir ou ce genre de choses. Après, j'ai essayé d'entrer dans ce milieu-là par d'autres biais, via la communication. J'ai aidé des humoristes qui n'étaient pas connus à l'époque, par exemple, à faire des communiqués de presse, à essayer de se faire connaître. Je tâtais, en fait. Et puis, un contact en entraînant un autre, j'ai commencé à avoir 1 stage, 2 stages, 3 stages. Je pense que le blog a vraiment été une vitrine, alors que je me dis aujourd'hui, je sais pas, ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, que d'essayer de s'imposer via Instagram ou ce genre de choses où vraiment il y a beaucoup de personnes. Après, l'intérêt, c'est que c'était une vitrine et ton CV, quoi, en fait, le blog. J'avais rien d'autre à montrer, quoi.
tu dis qu'ils ont misé sur l'humain. Certes, ils ont misé sur ta personne, mais ils voyaient quand même ce que ta plume et comment t'écrivais, sur quel sujet. Donc t'écrivais déjà sur des sujets de société, des sujets psycho, des sujets sexo, ou c'était peut-être des trucs, enfin des choses peut-être plus littéraires, plus personnelles. C'est beaucoup plus littéraire, même si c'est un grand mot parce que je pense que j'étais pas forcément très douée, et puis je sais pas si je le suis aujourd'hui, mais c'était plus des anecdotes. Effectivement, j'aimais parler d'amour, j'aimais parler de relations. J'avais déjà un petit peu cet univers-là qui, voilà, je partageais pas des conseils beauté et les masques pour les cheveux et tout ça, quoi. J'étais vraiment, effectivement, plus orientée sur les petites anecdotes, les petites émotions, les petits détails de la vie, en fait. Donc oui, ça a forcément joué. On a dû se dire, ah bon, elle sait faire une phrase, elle fait pas de faute. Après, parfois quand je me relis, je me dis, mais c'est dingue, comment les textes, enfin comment à l'époque je pouvais parfois écrire des choses, enfin je sais pas, on comprenait rien, tu vois. Parfois c'était illisible. Quand tu apprends, après tu découvres un ton plus journalistique aussi. Il faut apprendre à donner des informations, il faut apprendre à tailler, il faut apprendre à couper des grandes phrases là qui sont hyper pompeuses mais que tu trouves trop belles mais qui en fait veulent rien dire et tout ça. Donc je pense que j'avais pas le style le plus séduisant de la terre, mais Et ça, t'as appris comment? Du coup, t'as appris sur le tas, en fait. ouais, c'est vraiment les rencontres, les jobs, lire aussi. Et puis ouais, lire la presse féminine, ça m'a vraiment imprégné aussi d'un ton, je pense. Tu vois, Et à quel moment? Ouais, mais après, selon, comme tu disais, la presse féminine assez tard, ouais. c'est cliché. À quel moment tu t'en es rendu compte et du coup tu t'es dit je vais faire attention et peut-être je vais plus me renseigner ou je vais faire attention à comment j'écris ou ce que j'écris? Je pense que je pense que ça c'est arrivé tardivement. Je pense que comme beaucoup au début, il y a 10 ans quand j'étais jeune, je pense que j'ai véhiculé un tas de clichés dans la presse, hein. Je pense qu'il y a des articles qui sont toujours en ligne et dont je suis pas fière, tu vois? Mais ouais, je sais pas, oui, la conscience, elle s'aiguise au fil du temps. Tu te rends compte de tout ce qu'on peut te faire passer d'injonctions et de lieux communs parfois et tu te dis: «Bon, ben, je vais essayer plus de pousser les gens à la réflexion que d'enfoncer des portes ouvertes et donner des conseils qui datent et qui enferment les gens, en fait». Mais oui, je pense que c'est une réflexion qui s'est faite vraiment petit à petit, d'article en article, en fait, tu vois? De te dire, «Ah mais là, est-ce que j'ai réfléchi assez, en fait? Est-ce que je suis pas en train d'obliger, de véhiculer des vieux clichés? Est-ce que» mais c'est très dur, hein, et puis la presse féminine reste encore assez largement critiquée pour ça, alors on fait hyper gaffe. Des fois, c'est dur quand t'écris parce que tu te dis: «Putain, je marche sur des œufs, quoi». T'as envie de dire des choses et tu peux pas et en même temps, tu te dis: «Mais c'est peut-être une vérité». Tu es obligé de questionner sans cesse. C'est ça qui est intéressant et je trouve qu'il faut pas oublier que la presse féminine fait aussi bien son travail, qu'on essaye, qu'on fait des enquêtes, on n'est pas juste en train de dire, 10 bonnes raisons de faire l'amour ce soir ou comment réussir une fellation, quoi. Peut-être que ouais, il y a 15 ans, on le faisait Oui, il y a ce fameux article justement dans oui, Elle. oui, le scandale de 2012, je crois. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, sur. Attends, j'ai plus le titre exact en tête. La fellation ciment du couple, quoi. Voilà, c'est ça, la La pipe ciment fellation du couple, quoi. On était vraiment sur la pipe en plus. Mais oui, tout ça, ça te fait réfléchir. C'est des scandales ou micro-scandales parce que ça débarque aussi dans un microcosme de, voilà, mais t'es obligé d'en prendre compte, en fait, et tu fais attention et puis, non, et puis avec l'âge et tout ça, oui, j'ai appris, t'apprends sans cesse, en fait. Moi, j'apprends encore là en bossant justement sur le dernier bouquin qui est sorti, que j'ai coécrit avec Ouais. Clémentine Gallo. Tu te dis, ouais, la charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité? Et en fait, tu te dis, mais ouais, ça doit toucher certaines femmes. Et tu creuses et en fait, c'est énorme. Et tu te dis, mais ouais, faut faire hyper gaffe à ce que t'écris. Faut vraiment aider les femmes et aussi les hommes à comprendre un tas de choses. Moi-même, la première, je tombe dans des clichés. J'ai aussi été élevée à la presse féminine, voilà, et à 14 ans, j'acceptais qu'on me dise dans un article qu'il fallait que je m'épile pour plaire. Et même aujourd'hui, tu te dis, je m'épile pour qui? Je m'épile pour moi, je m'épile pour lui, même ça, Pour elle, même. c'est hyper dur de faire le tri. Ok, mais ouais, justement sur tes sujets, parce que certes, du coup, beaucoup sur la sexualité, mais t'as deux approches différentes, enfin, selon tes livres. Moi, j'ai vraiment découvert, je t'ai découvert, du coup, comme je te disais tout à l'heure, au Salon de la littérature érotique, où là, tu présentais
alors, je sais plus si tu présentais un livre en particulier, mais en tout cas, moi, j'ai découvert Sex 1000 personnes. Oui, c'était ce livre-là, l'objet du jour. Comment dire, c'est à la fois des témoignages, à la fois de la fiction. Il me semble que tu m'avais dit que c'était un mélange des deux, de ce que pensent les femmes pendant et après l'amour, non, pendant l'amour. Pendant l'amour, ouais. Et qui est hyper, pour la plupart des thèmes que tu abordes, des témoignages ou des styles de femmes que tu décris, qui est hyper drôle, qui est hyper vrai, et parfois sur certains portraits, il y a quand même aussi des sujets plus graves, plus sérieux sur le viol, sur les violences sexuelles, etc. Donc tu arrives à mélanger un côté très léger, très très beau aussi, la sexualité, tout en rappelant que les choses graves qui peuvent être accolées. Et donc t'as une approche sexo-positive, pareil avec le côté plus peut-être guide que j'ai pu voir sur Jeux sexo-positive, et d'un autre côté peut-être alors c'est moi le mot, si j'accole ce mot-là, mais tu me dis si je me trompe, peut-être plus essai, plus militant dans la charge sexuelle. T'as plein d'approches différentes en fait de la sexualité. Est-ce qu'il y en a une qui te ressemble plus? Est-ce que c'est vrai, ouais. Non, c'est voulu? intéressant ce que tu dis. Oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Enfin, oui et non. Oui, c'est vrai que la charge sexuelle, par exemple, on est vraiment sur un essai, alors que Je sexo-positive ou même l'ouvrage aussi que j'ai coécrit avec Alexandra Hubin sur le clitoris, là on va plus être dans une sorte de guide pratique avec beaucoup de schémas, d'anatomie, de conseils, de choses très concrètes. Et Sex 1000 personnes, on est effectivement sur de la fiction qui s'inspire et de témoignages. Enfin, j'allais dire que c'est que de l'imagination, oui, mais l'imagination s'inspire forcément de faits réels, d'histoires que j'ai pu entendre ou même vivre, croiser, etc. Et je sais pas si en fait, j'aime bien toutes ces approches. Ce que j'ai adoré dans la charge sexuelle, c'était vraiment de mener une enquête, essayer de secouer les consciences et de secouer sa propre conscience, parce que quand t'écris là-dessus, t'es obligé de te remettre en question toi sans arrêt pour pouvoir ensuite proposer des pistes de réflexion à tes lecteurs. Les guides plus pratiques avec des conseils, je les trouve hyper intéressants parce que je pense aussi que c'est hyper bien de donner il faut des infos précises, il faut aussi des infos scientifiques, il faut aussi s'appuyer sur des enquêtes. Une femme qui se pose des questions sur sa sexualité et qui est complexe, elle a besoin de lire des choses concrètes, elle a pas forcément envie qu'on aille lui faire une grande thèse et qu'on lui explique des théories, elle est pas bien à ce moment-là, donc c'est pas, ou elle est bien mais elle a envie d'aller plus loin, mais toujours étant que t'as envie d'avoir le pourquoi du comment sociologique de ton état, quoi. C'est ça, elle a envie de comprendre à la limite, c'est quoi un vagin, c'est quoi un clitoris, comment on s'en sert, comment on rencontre ses organes, etc. Et après l'approche Sex 1000, qui est littéraire, moi j'adore parce que c'est mon autre métier, quoi. C'est-à-dire que j'adore écrire de la fiction ou pas. La fiction, comme je t'ai dit, elle est toujours inspirée de choses que tu vis, que tu croises, que tu entends, mais j'adore ça. J'adore laisser aller la plume et voir ce qui peut sortir. Et puis ne pas être dans un schéma justement de trop grosses réflexions, même si je pense que dans Sex 1000 personnes, on réfléchit parfois, parce que c'est plein de micro-nouvelles avec plein de situations différentes. D'anecdotes aussi par rapport à la sexualité ou plein de choses qui ont pu nous arriver et qu'on pensait être pas les seuls, mais un peu, on pensait que c'était un peu anecdotique, et en fait, ça peut arriver à plein de monde, quoi. C'est ça, et je pense que ça aide à relativiser, à décomplexer autant qu'un guide pratique, quoi. Et moi, ça m'amuse d'inventer des histoires, en fait, alors que quand j'écris un essai, j'invente pas d'histoire, quoi. Je me confronte à la réalité que j'essaye de décortiquer. Ça reste quand même assez inaccessible, de décortiquer la clé du monde. Je l'ai pas trouvée, mais dans Sex 1000, c'est beaucoup plus. C'était cool de pouvoir en fait avoir ce panel comme ça de femmes, d'aller sur des choses marrantes, des choses moins marrantes, des sujets plus graves, et puis de se dire qu'il y avait le trait à côté de Anne Boudard qui est venue illustrer tout ça et compenser. Quand j'essayais de faire un texte drôle, elle faisait parfois un dessin qui l'était moins, et vice versa, pour que toutes les émotions puissent un peu sauter aux yeux. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs approches et les trois se complètent pas mal, en fait. Je me dis, tu vois, plus la presse, en fait, où on peut être parfois plus dans des articles qui donnent des conseils, dans d'autres qui font plus réfléchir. Et juste pour revenir sur Sex 1000 personnes, pourquoi c'était important pour toi de l'illustrer? Parce que moi, c'est ça. Oui, alors d'un point de vue très, on va dire, pratique, enfin c'est pas ça le mot, mais je pense que ça aurait été lourd aussi, peut-être, de lire
il y en a combien? 80, je crois, 80 scènes. Lire 80 scènes successives sans dessin, je pense que les dessins allaient perdre, que les textes allaient peut-être manquer de charme, en fait. Et quand le trait d'Anne Boudard, j'adore. Donc pour moi, c'était une évidence quand j'ai commencé à écrire de me dire, mais en fait, Anne viendrait apporter un truc au texte de fou, quoi. Ça permet de lire entre les lignes, c'est une autre approche, une autre vision. À la limite, peut-être que parfois le texte, on ressent rien et que c'est le dessin qui fait tilt, et parfois c'est peut-être l'inverse. Ça a dynamisé, en fait, je pense, et ça donnait une autre lecture. Ah oui, non. Ouais. Mais je sais pas, je me dis, est-ce que quand on écrit, on pense forcément à tout de suite illustrer ses propos? Peut-être que c'est l'habitude de la presse qui peut illustrer, qui utilise d'articles, je sais pas. Moi, j'ai pas ce réflexe. Et en plus, Sex Mille, je l'avais commencé il y a très longtemps. J'avais écrit 3 ou 4 textes en me disant, c'est une bonne idée, puis j'avais laissé tomber, tu vois. Et quand j'ai ressorti ce truc-là, j'ai pensé à Anne Boudard et je me suis dit, oui, bonne idée. Mais c'est vrai que quand ce projet m'était monté au cerveau bien avant, j'avais pas pensé du tout à l'illustrer. C'est pas un réflexe que j'ai. Là, ça s'est imposé, et je trouve que c'était la bonne formule. Enfin, le livre sans dessin. Clairement, ouais. Et question un peu, j'allais dire plus entrepreneuriale, mais plus organisationnelle de travail. Je te demandais si c'était pour la logique de l'illustrer ou pas, mais concrètement, quand tu as une idée de livre comme ça, de sujet, alors si c'est un article, j'imagine qu'il y a toute une organisation dans le journal, j'imagine un peu plus, mais pour un livre, au début, quand tu commences, t'as pas forcément ta maison d'édition à titrer. Comment ça se passe pour présenter un projet? Enfin, quand t'en parles, comment? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Bon, effectivement, parfois il y a des commandes. Donc, le livre, quelque part, c'est l'éditeur qui te contacte en te disant, bon, faut qu'on parle de ça, c'est génial, c'est tendance ou autre. Après, quand c'est ta propre idée, il y a plusieurs solutions. Moi, en général, aujourd'hui, je parle en mon nom, etc. Je vais d'abord questionner mon idée pendant quelques temps, la laisser monter, mûrir, mariner, quoi. Et ensuite, tu envoies un petit synopsis, quoi, à ton éditeur en lui disant, voilà pourquoi il faut parler de ça, voilà ce que je vais raconter dedans, voilà les personnes que je vais interroger, voilà ce que je veux questionner. Et c'est presque comme un communiqué de presse de ton bouquin, en fait. Oui, ouais, tu défends ton idée, et tu es là pour prouver que c'est un sujet important, et 2, il y a que toi qui peux le faire, même si c'est pas la vérité, tu vois, la réalité. Mais c'est tu vends ton idée, et ensuite tu peux signer et commencer à écrire. Après, il y a des personnes qui écrivent avant d'en parler à l'éditeur, qui ont besoin de se confronter à plusieurs pages, qui ont besoin de commencer l'enquête. Moi, je préfère d'abord avoir cette conversation avec l'éditeur et écrire dans un second temps, quoi. Et aussi souvent, tu vois, je coécris pas mal aussi. C'est hyper intéressant de mener des projets à 2, parce que c'est enrichissant que de pas être seul dans son Et là, ça s'organise comment? Parce que, par exemple, notamment pour la charge sexuelle, la coécrit avec Clémentine Gallo. Elle, mince, je me souviens plus, elle est sociologue. Journaliste aussi. Et en fait, là, comment vous vous organisez sur... j'imagine qu'il y a vraiment une organisation sur l'écriture et sur la pêche à l'information, en fait. Ça se passe comment? Eh ben, avec Clémentine, dans ce cas-là, nous, on s'est dit, tiens, dispersons un peu les sujets. Alors, les sujets se croisent. Par exemple, on parle de la charge sexuelle qui va davantage être liée au désir sexuel, celle qui va davantage être liée au plaisir. On parle de la charge contraceptive. Donc, dans la charge sexuelle, il y avait plein de mini-charges, en fait, de charges à explorer. Et du coup, on s'est dit, ok, toi, tu pars en enquête là-dedans, moi, je pars en enquête là-dedans. Et après, ça se confronte sans arrêt. J'ai découvert ça, tiens, ça, il faut qu'on en parle là. Donc, nos chapitres, en fait, se mangent un peu. On finit par réunir tout ce qu'on trouve, mais d'un point de vue très pratique sur l'écriture, on est quelque part un petit peu... en tout cas, moi, ça me paraissait sensé. T'écris ce chapitre, j'écris l'autre. Et après, on s'envoie, on se confronte, j'enrichis, tu enrichis, tu corriges. Tu vois, mais au début, on est un petit peu... ça me paraissait assez important de se donner chacune des missions. Même si après, toi, quand tu vas faire ton enquête de ton côté, parce que tu dis, ok, je me concentre sur cette question-là, tu tombes sur d'autres informations qui, de toute façon, t'apportent une vision
du sujet très global. Et puis, tu as beaucoup de moments au téléphone ou de rendez-vous dans des cafés. Fut un temps, on faisait ça. Et puis là, t'échanges, tu discutes, la vie, tout ça, t'en penses quoi? Et ce sujet, donc c'est de la confrontation permanente et en même temps un travail très solitaire, tu vois. Et ensuite, on réunit des éléments. Oui, parce que j'imagine que là, donc, nous sommes en plein confinement numéro 2, pendant qu'on enregistre. Là, tu fais la même chose, mais à distance, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas plus pratique finalement? Les gens sont plus coincés chez eux. C'est comme moi, parfois pour les podcasts, j'ai l'impression que c'est peut-être plus simple, tu sais, pour les avoir 1 heure Ouais, au téléphone. on est tous plus disponibles en fait. Moi, j'ai l'impression qu'avec le confinement, on a un temps de fou. J'ai l'impression de gagner un temps dingue alors que j'ai jamais pris le métro tous les jours, quoi. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Ouais, les gens sont plus disponibles aussi et c'est bien la distance. Moi, ça me convient bien. Par téléphone, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. J'adore cet outil. Je trouve ça. J'adore me concentrer sur un son, sur une voix, sur essayer de lire entre les lignes, rebondir, etc. C'est top. Des fois, quand tu es en face de l'autre, tu dois aussi te concentrer sur l'autre. Et l'outil, le téléphone, moi, je trouve que c'est un très bon outil de travail. J'hésitais, tu vois. Enfin, là, on fait un peu une aparté, mais pour l'enregistrement du podcast, c'est pareil. Au début, je faisais sans j'avais pas eu l'idée de faire avec la webcam. Et en fait, parfois, j'avais l'impression de me disperser et d'être moins concentrée et de voir la personne en face, peut-être pas tout le temps parce que je peux regarder mes notes en même temps, mais au moins de me rappeler vraiment qu'elle est là physiquement derrière l'écran. Et ben, ça m'empêche de me déconcentrer sur quelque chose peut-être ou de partir dans mes pensées sur les prochaines questions, tu vois. Ah oui, c'est rigolo. Moi, ça me fait l'inverse, quoi. Si je sais que j'ai plus de mal à me concentrer parce que je dois regarder et écouter et répondre. Quand je mets une interview téléphonique, Un peu moins obligée de regarder la personne droit dans les yeux via la vidéo, tu vois. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Et on a fait une petite aparté, mais donc c'est soit en gros quand tu as un projet comme ça d'écriture, soit on vient te chercher, c'est une commande, que voilà, on sait que tu es à l'aise sur le sujet ou que tu as une expertise à apporter, soit c'est toi qui le proposes, donc toi à ta manière, en gros, c'est un peu de pitcher ton projet, si je dois parler en Exactement. mais voilà, et auprès d'un éditeur ou d'un contact que tu connais. Et pour les co-écritures, du coup, là, on parlait de l'organisation. Là, vous êtes un peu divisé par chapitre. Ça veut dire que vous aviez un peu organisé un plan, j'imagine, dès le début. Ok. Comment c'est aussi par contact, c'est par affinité que vous mettez à écrire ensemble, ou c'est par présentation de la maison d'édition, par exemple, ou c'est parce que voilà, faut aimer aussi. Faut choisir avec qui on travaille. Oui, tu sais pas toujours sur qui tu tombes, ouais. Et en fait, ça dépend des cas de figure. Parfois, c'est des coups de cœur, effectivement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, enfin d'experts, parce que je coécris donc souvent aussi avec des experts, donc un sexologue, une sage-femme, etc. Ces gens-là, tu vois, souvent je les rencontre via mon travail de journaliste, puisque je vais les interviewer dans le cadre d'un papier. Et puis, je sais pas, je vais sentir quelque chose au téléphone qui va me plaire. Et 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, si j'ai un projet de livre là-dessus, je peux très bien penser du coup à les recontacter. Donc parfois j'ai déjà débarqué avec quelqu'un dans une maison d'édition, c'est-à-dire tu arrives, ton duo est déjà formé, ensemble on a déjà discuté de l'idée. Parfois c'est différent, c'est voilà, j'ai une idée un peu toute seule, ou l'éditeur a une idée, puis on se dit bon, il faut associer à cette idée un expert. C'est important souvent d'avoir aussi une caution comme ça d'expert sur un bouquin. Et là, on va aller chercher la bonne personne. Donc effectivement, faut le sentir, faut discuter en amont. Comme pour chouchouter votre vagin avec Patrick. Ouais, alors Patrick, je le connaissais avant, donc je sentais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux. C'était vraiment une super collaboration. D'accord. Et parfois, c'est plus la recherche. Oui, il faut trouver la bonne personne, quoi, parfois. Ouais. Ok, ouais, comme dans sous projet, quoi. Est-ce qu'il y a des, enfin, je sais pas si tu peux en parler précisément, mais est-ce qu'il y a des projets qui sont mal passés ou qui ont été avortés pour parfois une incompatibilité finalement d'idées ou même de manière de travailler, comme dans n'importe quelle association finalement? Alors projet avorté, je crois pas, mais oui, t'as des collaborations plus fluides que d'autres, de toute évidence. Alors sur les idées, rarement. Du moins quand on n'est pas d'accord, ça génère de la discussion et ça c'est cool. Et je pense que ça fait des meilleurs livres. Après, ça arrive que dans le fonctionnement, voilà, parfois ça peut buter entre celui qui est trop
trop stressé, qui écrit trop vite et l'autre il a pas le temps de suivre, ou l'inverse. Ah bah non, toi tu fais tout au dernier moment. Ah bah oui, mais moi je voulais prendre de l'avance. Ça, tu vois, ça peut créer des décalages. Toi, t'es comment du coup? Moi, je suis très bonne élève, très consciencieuse. Je prends Ah beaucoup ouais. d'avance, je travaille très tôt le matin. Tu sais, je me fais souvent la réflexion que mon travail, c'est perpétuellement des devoirs, quoi. Moi, j'ai que des devoirs tout le temps. Je dois rendre un article, c'est comme rendre une dissertation. Les devoirs dans le sens positif, alors, pour Oui, dans toi. le sens positif, oui, j'aimais l'école et du coup, je me dis, bon, bah, j'ai continué là-dedans et puis je continue de voir ça comme des devoirs, tu vois. Je me dis, ah ben voilà, alors cette semaine, je dois rendre 3 rédactions. C'est un peu ça. Est-ce que j'ai trouvé le sujet? Est-ce que j'ai trouvé l'angle? Est-ce que j'ai pas fait de faute? Est-ce que j'ai avoir une bonne note, quoi? Qu'est-ce qu'on va me dire à la C'est quoi fin? la bonne note du coup? La bonne note, c'est quoi? Bah, la bonne note, c'est moi qui veux, que je me la donne d'abord, quoi. Je sens quand mon papier est bon et quand mon papier est moins bon. Parfois, tu le sais, ces choses-là, tu sais que tu peux faire mieux, mais que t'as pas le temps, ou que là, t'as tout donné, que c'est génial. Est-ce que c'est pas aussi du coup le retour que ce soit de ton éditeur, mais surtout aussi de tes lecteurs, lectrices, des papiers dans la presse qui parlent de ton livre? C'est parfois, est-ce qu'on reconnaît pas plus ton travail que tu ne le reconnais toi-même, tu vois? Oui, c'est vrai qu'on est toujours beaucoup plus dur avec soi et que parfois tu te dis waouh, les gens ont adoré ou les gens ont bien aimé et ça te fait plaisir. C'est un travail compliqué hein, d'écrire un livre. T'es seul dans ton coin, tu, tu sais pas trop. À la fois tu penses tout le temps au lecteur, à la fois t'arrives pas à l'imaginer ce lecteur et t'as l'impression qu'il existera jamais et que personne bénéficiera de tout ce travail. Et toi t'as cogité toutes les nuits sous la douche, t'as été marcher, t'as été en colère, t'as pleuré, t'as rigolé, tu t'es trouvé super, tu t'es trouvé trop nul. Mais t'as l'impression que derrière il y aura personne. Tu sais pas trop pourquoi tu vis tout ça en fait. Et c'est vrai que le retour des lecteurs est hyper précieux et les critiques négatives aussi. C'est vrai qu'elles peuvent parfois te paralyser un petit peu, mais bon, j'allais dire avec le temps, l'expérience, j'ai pas non plus 20 ans de métier derrière moi, mais tu sais que de toute façon, il faut tout et que ton livre il pourra jamais plaire à tout le monde, que parfois tu le vendras pas et puis bah, c'est pas grave, tu continueras, t'en feras un prochain, Après, je parle plus comme un auteur de roman que comme un journaliste qui produit des essais, mais Ouais, mais là, du coup, comme tu fais autant, enfin, dans tous les cas, enfin, là, je parle surtout de tes livres, finalement, plus que de tes oui. critiques. Moi, j'ai plutôt lu tes livres, mais parce que, bah, par exemple, la charge sexuelle, enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup d'échos. Mmh. Dans la presse, sur Insta, sur Twitter, pour le peu que je m'y suis mise pour l'instant, je l'ai vu, tu vois. On a beaucoup entendu parler, peut-être parce que si je suis de plus en plus dans des groupes un peu féministes aussi qui en parlaient beaucoup, quoi. Parce que finalement, cette définition, justement, je voulais qu'on en reparle parce que là, on en a parlé sans le redéfinir et je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Et moi, je l'ai un peu revu en lisant ton livre. Tu vois, la différence entre la charge mentale, la charge émotionnelle et la charge sexuelle, je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu penses que tu serais capable de Ouais, nous le résumer un peu en quelques mots ou hyper simplement ou pas? ouais, carrément. Alors en fait, c'est mathématique, quoi. On peut faire une sorte d'addition pour clarifier. On va dire que la charge sexuelle, c'est l'addition de la charge mentale et de la charge émotionnelle que l'on place dans l'intimité. Donc la charge mentale, c'est le fait d'avoir toujours des choses en tête à gérer, une to-do list en fait permanente sur le feu, voilà. Qu'on attribue beaucoup aux femmes, mais qui Voilà, finalement n'est pas forcément genrée. Enfin, un homme peut avoir une charge mentale au travail ou même à la maison. complètement. Mmh. Comment être organisé. Ok, d'accord. On a tous des pensées incessantes. Alors, sur la gestion du foyer, effectivement, ça incombe généralement aux femmes, mais enfin, moi, mon mec a plus de charge mentale que moi, j'en suis persuadée. Tu vois, la charge mentale, voilà, ça va être cette liste, cette to-do de il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, etc. La charge émotionnelle, c'est plutôt le fait de toujours être dans le souci de l'autre. C'est-à-dire qu'on est chargé émotionnellement d'être dans cette espèce d'empathie. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que voilà. Donc quand on prend ces deux éléments, donc ces deux charges en fait, et qu'on les transpose dans la sexualité, on découvre que souvent, et c'est souvent aussi donc aux femmes que ça revient, que la sexualité parfois s'anticipe, se gère, s'organise, et d'un point de vue plus émotionnel du coup, et souvent on est souvent dans le soin de l'autre, est-ce qu'il a bien aimé? Est-ce que j'ai bien fait l'amour? Est-ce que je lui ai apporté ce qu'il voulait? Est-ce que mon désir répondait au sien? Est-ce qu'il a pris son pied? Est-ce qu'il a joui, etc. Donc voilà, la charge sexuelle, c'est vraiment la charge mentale plus la charge émotionnelle.
version sexe, en fait, tout simplement. Bien sûr. OK. Et ça, évidemment, du coup, à la lecture de ton livre et puis même la plupart, sans doute, c'est vrai que c'est surtout les femmes qui le ressemblent et qui le ressentent, pardon, et qui l'ont sur les épaules. Mais quand tu as écrit ce livre, il s'adresse à tout le monde, ou tu penses que finalement c'est plus des femmes qui l'ont lu parce qu'elles se sentent plus concernées? Ouais, alors je pense que plus de femmes l'ont lu. Après, on s'adresse effectivement, enfin, on parle déjà, j'ai oublié de clarifier, mais de couples hétérosexuels. Après, je sais que les femmes, enfin les gens que voilà, mes proches qui ont essayé de le faire lire à leurs compagnons. Et c'est rigolo parce que j'ai trouvé aussi que chez les hommes, quand j'en parle avec eux, ils sont assez, enfin, alors soit ils sont pas du tout perméables, enfin vraiment genre, mais n'importe quoi, comment ça, vous avez une charge, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou d'un autre côté, ils sont à fond sur la question, mais vraiment au taquet, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà renseignés c'est un exemple, hein, mais sur la contraception masculine. Ils sont très soucieux justement de comment leur partenaire se sent au lit. Ils veulent vraiment qu'elle ne ressente aucun poids, aucune obligation. Ils sont vraiment soucieux de communiquer dans leur couple, etc. Mais j'ai pas trouvé d'homme entre deux, tu vois, qui ah oui, enfin qui s'intéresserait à la question et qui aurait une petite curiosité pour venir justement soulager sa compagne ou se dire mais attends, il y a un déséquilibre dans mon couple ou non, soit je trouve des mecs qui sont hyper fermés au sujet, soit qui sont très 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 ouverts. Mais il y a personne au milieu, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui serait, par exemple, au courant, qui voudrait peut-être faire quelque chose pour changer les choses, mais qui le fait pas, par Ouais, exemple. ouais, oui. À la Ouais. limite, on pourrait avoir des mecs un peu conscients, mais non, c'est ouais. Enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça d'ailleurs. C'est pas Non, vraiment non, mais la réponse à c'est la question, mais c'est intéressant aussi, mais c'est que du coup, bah, c'est peut-être eux qui pourraient ou devraient, entre guillemets, s'intéresser et lire le livre, mmh. parce que les autres sont trop fermés pour le lire, et l'autre partie est déjà peut-être assez renseignée. Bon, ça Oui, vient c'est ça. complètement d'information, mais voilà. Ok. D'accord. Et parce qu'en fait, il y a une phrase, bon, il y a plein de choses qui m'ont vraiment intéressée dans ce livre, évidemment, mais il y a une chose que j'ai vraiment notée parce qui m'a aussi questionnée par rapport à moi, ce que je fais, bah, par exemple avec ma boîte ou même le podcast, tu vois, Talk Univers. C'était sur la charge sexuelle, il y avait Irène Jonas qui démontre que les nouveaux manuels de conseils conjugaux qui peuplent les librairies invite d'abord les femmes à agir pour un couple et une sexualité épanouissante. Espérons que ce livre-ci échappe à cet écueil. Mmh. Euh, et en fait, comme quoi, c'est vrai que la plupart des livres d'épanouissement personnel et épanouissement au bien-être sexuel, j'ai l'impression, et je suis quasiment sûre pour la plupart, qu'ils s'adressent aux femmes, tu vois. Parce que, et parce que surtout ces derniers temps, il y a une révolution aussi, une autre révolution féministe, une révolution féministe ou pas, du plaisir en fait, une révolution sexuelle, et qui vient des femmes. Et bon, comme souvent d'ailleurs, mais du coup, enfin, ok, c'est les plus réceptives, mais c'est pas pour autant que les hommes n'ont pas besoin justement d'informations. Et comment on fait en fait pour s'adresser à eux. Et certes, on a envie d'avoir l'audience et d'être écouté et de partager nos idées, nos informations, mais si on n'en parle qu'entre nous, qu'entre femmes, au bout d'un moment, ben, on aura toute cette charge sur nous, quoi. Enfin, tu vois, c'est Oui. un peu vertueux vicieux, enfin, je sais pas comment le dire, Ouais, mais ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, ça tient des représentations. En fait, on part du principe que les femmes sont dans l'émotion, sont dans la réflexion, dans l'intuition, etc. Et que du coup, elles ont toutes les armes pour gérer leur couple, pour aider le couple à s'épanouir, etc. Donc, voilà, le défaut, c'est que beaucoup d'ouvrages, effectivement, même s'ils prétendent s'adresser aux couples, pour aider les couples, s'adressent quand même souvent aux femmes, ou alors ce sont les femmes qui vont elles d'emblée être attirées parce qu'on les a aussi éduquées à gérer ce couple. Si tu es célibataire, c'est ta faute. Faut que tu fasses des efforts, tu cherches l'amour, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Si ton couple il va pas bien, c'est ta faute. Il faut que tu ouvres la communication, il faut que tu parles, il faut que tu vois. Donc ah, vous faites pas assez l'amour, tout de suite la femme se remet pareil en question en se disant mais est-ce que c'est mon désir? Parce qu'on a toujours appris que le désir féminin était beaucoup plus capricieux, beaucoup plus difficile, enfin beaucoup moins évident, moins tombé du ciel, etc. Donc en fait, tout ça fait qu'effectivement les nanas, on s'adresse souvent à elles. Même voilà, on prend l'exemple de la presse féminine, quoi. Et les femmes se sentent chargées d'une mission
qui est celle-ci. Et la répercussion, c'est que les mecs ont toujours le sentiment que c'est pas à eux qu'on s'adresse, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a pas assez ou peu, ou en tout cas, puisque je les connais pas encore, d'hommes qui parlent de sexualité ouvertement en tant que médecin ou journaliste, surtout journaliste par exemple, pour s'adresser aussi aux hommes. Alors je dis pas qu'il faut genrer, il faut que les hommes s'adressent aux hommes et que les femmes s'adressent aux femmes, mais tu vois, là j'y pense, dans Le Monde et GQ, où il peut avoir une plus grosse partie de lecteurs que sur de la presse féminine, et ben c'est Maya Mazorette par exemple qui parle de sexualité, qui est très douée dans ce qu'elle fait et j'adore. Mais est-ce que si quand elle parle, elle s'adresse pas qu'aux femmes, justement, elle s'adresse à tout le monde. Mais est-ce que si un homme parfois s'il y avait plus d'hommes qui prenaient la parole de la même manière, est-ce que enfin je sais pas, il y aurait pas plus aussi d'intéressés, ou les livres dans les librairies seraient moins orientés, genrés envers les femmes, quoi? Oui, parce qu'en fait, ça décomplexerait, en fait. Le souci, c'est que là, un homme qui se dit: «Tiens, je vais aller acheter un livre sur la sexualité qui s'adresse», là, tu vois, il y a eu une petite vague d'ouvrages sur le pénis, la prostate, enfin l'anatomie masculine, et cetera, parce qu'on croit que le corps masculin, ouais, on croit que c'est facile, mais en fait, enfin, les hommes connaissent pas plus leur corps que ça, et puis c'est pas si mécanique que ça en réalité, tu vois? Donc c'est intéressant que les hommes se dirigent vers ce genre d'ouvrage, mais les hommes n'osent pas, c'est parce qu'ils ont l'impression que ça va les, voilà, c'est presque un peu une faiblesse que d'aller trifouiller ce genre de sujet, de la même façon qu'un mec qui va prendre rendez-vous chez le médecin parce que je sais pas, va faire un test de dépistage, ou il va penser à acheter des capotes, ou tout de suite on va penser que c'est un hypocondriaque, tu vois. Oh là là, il a peur, il veut pas attraper de maladie. Donc tu vois, il y a ce côté-là, pour parler un peu familièrement, vulgairement, de chochotte et de mec trop sensible qui du coup n'assumera pas en fait d'aller lire un article ou un bouquin qui parle comme ça de lui. Il l'achètera certainement pas dans une librairie sous le regard de son libraire, quoi. Il va le commander sur internet, et effectivement, quand c'est écrit par un homme, ça peut davantage aider. Mais après, tu vois, je sais pas, j'adorerais avoir finalement, tu vois, les chiffres là des bouquins sur le pénis, et cetera, pour savoir si ça s'est vendu, et surtout qui l'a acheté. Parce que, est-ce que, encore une fois, ce sont les femmes qui, en bonne petite infirmière, toujours dans le soin, toujours à la recherche de l'information, parce que ça aussi on en parle dans la recherche sexuelle, est-ce que ce sont elles qui sont allées acheter ce genre de bouquin parce qu'elles se disent: il faut que j'apprenne aussi parce que ça va bonifier nos rapports sexuels si j'en sais davantage sur l'anatomie de mon partenaire, et puis comme ça je pourrais lui glisser le bouquin, et puis il pourra apprendre des choses. Est-ce que la démarche a vraiment été masculine? On voit bien que les rendez-vous chez le sexologue, par exemple, sont souvent initiés par les nanas. Donc, Ouais, qu'elles soient encore prescriptrices, quoi, ouais, exactement. comme elles le sont là, du coup, enfin ça faisait écho, Mmh. où vous disiez que du coup les femmes étaient encore très prescriptrices de la capote, du préservatif. Moi, ce qui m'avait étonnée, c'est dans la manière dont vous présentez, c'est que je savais que les femmes pouvaient l'être, tu vois, mais qu'en fait, à la lecture du livre, je me suis rendu compte que ouais, en fait, les pubs pouvaient être à destination d'un peu tout le monde ou plus pour les hommes pour la capote, mais qu'elles avaient cette orientation, c'est un objet de plaisir, quoi, et plus de protection santé, contraception et surtout et IST. Et alors que les comment dire, les campagnes de prévention pour la capote, donc faites par le gouvernement, là, étaient en mode santé, mais à destination des femmes. Et c'est ça que j'ai vraiment compris en lisant votre livre à la fin. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Enfin, il y a deux manières de s'adresser différentes. Quand on s'adresse aux hommes, c'est en mode plaisir. Quand on s'adresse aux femmes, c'est en mode santé, responsabilité. Et du coup, ben, on devient les prescriptrices. Et moi, tu vois, d'un point de vue hyper marketing, quand tu montes une boîte dans la sexualité, là, tu vois, si on vend des produits sur ce sujet-là, on a envie de s'informer et tout. C'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est plus facile de m'adresser aux femmes, et elles vont en parler dans leur couple, elles vont en parler à leur entourage masculin, pote ou famille, mais en faisant ça, en fait, je contribue à. Oui, c'est dur, Si je hein. fais ça, il y a le point de vue business et le point de vue politique. Genre, moi, ça me dérange, en fait. Et je sais pas comment faire. Oui, c'est vrai, parce que en fait, tu vois, les femmes ont toujours été habituées aussi à associer la santé à la sexualité, quoi. Dès les rendez-vous chez le gynécologue, tu comprends qu'avoir une vie sexuelle passe aussi par un check-up de ton corps, par une prise de la pilule, enfin, dans cette norme contraceptive, hein, qu'on t'impose, ce parcours contraceptif qui démarre souvent par la pilule.
Alors que les hommes, non, les hommes, ils se disent, mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre, mais je vais quand même pas aller faire une prise de sang, par exemple, pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme, en fait, tu vois? C'est vraiment chez eux deux mondes complètement différents. Donc, et le problème, c'est que ces représentations-là font que, voilà, on s'adresse, du coup, comme tu dis, différemment aux hommes et aux femmes en entretenant, du coup, ces visions qui persistent et qui sont franchement très ancrées chez tout le monde, quoi. Les hommes, c'est le sexe, c'est le plaisir. Les femmes, c'est aussi de la gestion. Ouais, mais même en ce moment, en tout cas par exemple sur Instagram, bon après, est-ce que c'est parce que les femmes sont plus utilisatrices d'Instagram que les hommes? Je suis complètement sûre de ça, mais il y a quand même plus de comptes sur la sexualité qui s'adressent directement aux femmes ou qui mettent ouvertement, tu vois, fait par les femmes pour les femmes, que pour tout le monde, quoi, ou que les hommes pour les hommes, tu vois. Et, Ouais. et c'est un truc qui me dérange. Pour moi, la sexualité, elle touche tout le monde, peu importe ton orientation sexuelle, tes pratiques, tes idées, voilà. Enfin, on devrait tous savoir comment est fait l'un ou l'autre, quoi. Moi, en tant que femme, et moi en tant que femme, sur l'homme, j'ai envie de savoir comment il est fait, quoi. Mais du coup, je comprends pas pourquoi, là, même en tant que sur Instagram, on parle de plaisir, mais on s'adresse quand même qu'aux femmes. Ouais, et on se dit, oh, bah, si on fait un truc sur les hommes, ils vont pas venir nous suivre parce que ils vont partir du principe que de toute façon, ils en ont pas besoin et qu'ils connaissent aussi leur corps. Mais tu vois, dans ce que tu dis, moi, ça m'évoque aussi qu'on parle de femme à femme et surtout, je trouve parfois, on parle quand même dans un petit microcosme, mais entre nous, quoi. Enfin, j'en sais rien en réalité, hein, je te dis ça comme ça, mais je me demande à quel point on touche des gens. Et je me dis, mais est-ce qu'on serait pas dans notre petit délire là? Est-ce qu'on on impacte loin? Est-ce qu'on est entendu loin? Est-ce que tu vois les petits débats là sur Insta qui naissent et tout, j'ai l'impression qu'on est dans notre petit microcosme parfois. Pareil, Et ouais. que je sais pas. Parce que c'est Ouais, un truc ultra urbain, d'une certaine ouais. génération, d'un certain niveau Parisiano, social. voilà, ouais, bien sûr, ouais. Très parisien, ouais, très grande ville, très. Tu vois? Et ça des fois, ça m'effraie et c'est là où je me dis que la presse féminine joue encore son rôle, tu vois? Ah, Parce c'est intéressant, que OK. ouais, notamment la presse print, quoi, qui, qui aujourd'hui, parle de tous ces sujets-là. Enfin, tu vois? Ça a quand même vachement évolué, donc on n'est pas du tout sur des gros clichés d'il y a 20 ans et ça permet, je pense aussi, d'atteindre, une certaine population qui n'est pas sur Instagram et Twitter et compagnie et qui continue d'aller au kiosque, chercher son Cosmo et son Biba, quoi. Oui, Et et je trouve peut-être ça, des générations, que ce soit mmh, jeunes ou âgées, mais qui continuent à mmh. acheter, ouais. Est-ce qu'il y a besoin, non, ma question serait plutôt, est-ce que tu penses qu'il y a besoin de nouveaux formats, de nouveaux magazines, tu vois, qui traitent peut-être que de ça, ou comme tu vois, on a un lui, l'équivalent, c'est pas elle, tu vois. Mmh. Oui. Je sais pas si on a besoin d'un nouveau format. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on ait des nouvelles voix, en fait. Des nouvelles journalistes, tu vois? C'est ça qui est hyper cool, c'est de voir aussi, bah, que les noms se renouvellent, qu'on a des nanas qui portent des messages forts, qui sont hyper féministes. Il y a des journalistes hyper féministes dans la presse qui, justement, bah, viennent, en fait, montrer que c'est pas parce qu'on est sur du Cosmo ou du Biba qu'on est sur, l'époque, en fait, et que la femme est objectifiée et cetera. Non, en fait, on est sur des pensées, donc c'est ça qui est hyper important. C'est pas forcément renouveler les formules, c'est qu'il y a toujours constamment des nouvelles voix et des nanas qui font leur boulot, quoi, qui vont enquêter, qui posent des infos. C'est ça l'important, je pense. OK, d'accord. Est-ce que, tu as déjà rencontré, ouais, des obstacles, des vrais conflits, d'idées? Là, tout à l'heure, on parlait dans le travail de l'écriture d'un livre, mais là, ce serait plus, même en tant que toi, autrice, seule, par rapport à un article, ou par rapport à toi seule face à la publication d'un livre. Ouais, ce qu'on dirait, on appellerait ça aujourd'hui des haters, que ce soit dans la presse écrite, ou en ligne. J'ai rencontré ce genre de conflit. Non, je pense que non, je me suis juste déjà pris comme beaucoup des commentaires, désagréables, qui viennent te dire que tu es une grosse cruche et que tu as rien compris et que tu enfonces des clichés.
t'as plus le droit au second degré aussi parfois dans tes papiers. Tu peux plus faire une bonne blague tout de suite. Si t'as envie de rigoler d'un cliché, tu peux plus quoi. Tu peux plus rigoler d'un cliché entre les hommes et les femmes. Tu peux plus faire ce genre de truc, tu vois. Ok, parce que ce serait considéré comme, c'est tout de suite vu comme sexiste. Ouais, exactement. Ok. Alors bon, chacun son humour et j'entends, tu vois, mais moi je trouve que des fois tu peux te marrer un peu justement parce que t'es en train de remettre les points sur les i et de développer une pensée. Donc non, je pense à part quelques commentaires, mais en fait, j'ai aucune mémoire de ces trucs-là parce que sur le coup, ça peut me rendre malade, mais malade, genre je jette l'ordi par la fenêtre, je change de métier, j'en ai marre. Et le lendemain, j'oublie, je pense par souci de me protéger et de continuer. Et je sais que oui, j'ai déjà eu des grosses colères. Mais t'as oublié. J'ai déjà été vexée. Ouais, je crois que j'ai oublié. J'aimerais vraiment te retrouver une anecdote. Parce que ça m'est arrivé de me prendre des commentaires ou des tweets ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, parce que je pensais à Twitter, ça peut être violent. Moi, je découvre à peine, mais ok. Et non, mais ça c'est hyper intéressant. C'est trop bien que tu oublies. Enfin, tant mieux en fait. Oui, j'oublie vite. Mais moi, j'oublie tout en fait. Ça me rend dingue. J'oublie tout. Mais non, mais là, Parce que t'as une mémoire sélective. Ouais, mais dans la vie, c'est chiant. Enfin, tu dis, ah, c'était génial, j'avais une anecdote et tout. L'année dernière, enfin, qui n'ont rien à voir avec mon boulot, hein, mais tu te dis, ah ouais. Il y a quelqu'un qui va te rappeler, je sais pas, moi, tu te souviens quand on a fait ça, c'était drôle, et toi, tu te dis, ah putain, mais oui, pourquoi j'oublie ça? Pourquoi j'oublie les petits détails? Pourquoi? C'est hyper enrichissant, les petits détails quand t'écris et tout. Et moi, j'ai l'impression que j'oublie beaucoup de choses. Parce que tu essayes de retenir beaucoup de choses aussi. Tu essayes de retenir beaucoup d'anecdotes pour t'en nourrir pour ce que tu écris. Ouais, c'est une bonne. Ça me plaît. Ce que tu dis, ça me plaît. Non, mais il y a des gens qui se souviennent de leur nom de leur prof au lycée. Enfin, c'est des détails. Mais moi, je me souviens pas de tout ça. C'est d'autres vies, tu vois. J'ai pas de mémoire. Et ouais, non, bah c'est tout. Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais parler, des sujets, ou si tu as un appel à projet, si tu recherches, j'ai pas encore une énorme audience, mais si tu recherches des gens pour des témoignages, pour t'aider dans ce que tu écris, voilà, c'est quoi tes projets à venir dans ce contexte actuel? Bah écoute, ouais, c'est bizarre les projets à venir dans ce contexte actuel. Mais donc effectivement, là pendant le confinement, les 2 confinements, j'ai avancé sur des bouquins, dont un sur le sujet du postpartum. Donc ça va être très très canon. Et tu vois, avec une vision, justement avec beaucoup de conseils, parce que les infos manquent cruellement concernant cette période donc qui suit l'accouchement. Mais aussi avec une vision un petit peu plus socio, on va dire, et parce que on se souvient en début d'année du hashtag mon postpartum, etc., qui a vachement circulé sur les réseaux. Ouais, avec Macha s'explique justement, qui a été une Oui, des ouais, très cool. Colanceuse, j'allais dire, c'est pas français, mais ouais. Donc ce livre va être, et puis Macha est évidemment citée dans l'ouvrage, donc ça va être, ça c'est très cool. J'ai bossé là-dessus, j'ai terminé un roman aussi, et je suis en plein démarchage pour trouver l'éditeur de rêve pour ce roman. Ok. Ah, donc là, du coup, tu as fait l'exercice inverse. Tu as écrit avant de trouver. Oui, ouais, okay. C'est ça. En me disant, bon, je connais quelques éditeurs avec qui j'enverrai, mais là, ouais, j'ai fait l'exercice inverse. Sur un roman, c'est différent souvent parce que tu peux signer sur projet. Il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui signent sur projet, c'est-à-dire qu'ils signent juste parce qu'ils disent à leur éditeur, écoute, moi, là, je vais parler de ça, 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 et je vais l'écrire, voilà. Et là, l'éditeur, il a confiance. L'auteur, il a déjà prouvé qu'il savait écrire des bouquins et qu'il faisait ça bien. Donc, tu peux signer sur projet, mais tu peux aussi te dire, je vais d'abord avancer dans mon coin et débarquer avec quelque chose, quoi. Ou au moins 30 pages. Parfois, tu peux débarquer aussi avec 30 pages. Mmh. Mais il faut connaître l'éditeur. Quand tu le connais pas, c'est mieux d'arriver avec un manuscrit terminé. D'accord. Effectivement. Ok. Ça peut être... Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire oui, rapidement, parce que là, tu mentionnes le sujet mon postpartum. C'est vrai que j'ai quand même oublié de commencer mes questions comme ça aussi par rapport au sujet que tu abordes. Mais parce que c'est vrai que ça fait partie des livres que j'ai pas encore lus, que tu as écrit. Tu as commencé, il me semble, c'est le premier livre que tu as écrit, c'était du coup 89 mois, ça? Premier roman, ça c'est mon premier roman, ouais. Pardon. Et donc, c'était pas le premier livre que tu avais écrit. Ouais, il y a eu des guides pratiques avant et 89 mois était le premier roman, ouais, tout à fait. Et donc le premier c'était, pardon. Le premier, ça s'appelait La drague et moi. C'était un petit cahier pratique pour apprendre à draguer. Okay, ouais. Premier livre. C'était avant. Ok. Et oui, parce que du coup,
Enfin, moi, c'est l'un des enfin, il doit y en avoir d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est l'un des rares livres que j'ai vu vraiment aborder, surtout qui est pas si récent que ça non plus finalement, aborder le sujet de pas encore d'avoir d'enfants, etc. À partir d'un certain âge ou quoi. Alors, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas me prononcer, mais est-ce que du coup, ça fait un peu écho aussi le fait d'aborder mon postpartum? Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi la grossesse, ou c'est juste parce que ça t'intéresse, ou non. Ouais, tu vois, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu dire: «Oh, je suis tombée par hasard dans ces questions-là de sexo, mais aussi de santé, du corps de la femme et tout ça». Aujourd'hui, avec recul, je pense que je suis pas arrivée là par hasard. Je Enfin, ça m'a toujours intéressée et en fait, ma mère est sage-femme, tu vois? Et je pense qu'en fait, d'avoir baigné dans le corps de la femme, dans la grossesse, tout ça, enfin, ça c'est à la fois fascinant et hyper effrayant. Moi, j'ai pas d'enfant et pour l'instant, je me dis: «Waouh, mais comment font les autres, quoi?» Et en fait, je pense que le métier de ma mère forcément a contribué, tu vois, à ce que je me dirige vers ces questions-là et ça me fascine, ouais, ça m'a toujours, fascinée et c'est pour moi, voilà, enfin, toute la question de la grossesse, de l'accouchement, de porter la vie, mais aussi de la sexualité, de la psycho, de la relation à l'autre, et cetera. Ça fait partie d'un tout. C'est que, comme je te disais, j'avais pas forcément d'affinité, je pense, avec les rubriques beauté ou mode et alors même que, voilà, je voulais travailler dans la presse féminine, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le destin de la femme, quoi. Son rapport au corps, son rapport aux autres, enfin, qui elle est enfin, qui elle est, quoi, qui elle veut devenir et pourquoi des fois elle a peur de devenir ce qu'elle est, quoi. Qu'est-ce qui nous pèse encore et pourquoi on serait obligé de faire des enfants d'ailleurs et pourquoi mon héroïne dans ce roman justement a cette putain d'horloge biologique, tu vois, qui vient la sonner. Et est-ce que c'est la société tout entière qui est en train de lui donner envie d'avoir un bébé parce que voilà, ou est-ce elle a juste envie et elle a le droit en fait. C'est pas un scandale d'avoir hyper envie d'un enfant et à l'inverse, on peut ne pas en vouloir et ça reste encore hyper mal perçu. Donc non, toutes ces questions, voilà, moi ça m'a toujours intéressé un peu les trajectoires des femmes, Est-ce que indirectement, on t'a parfois demandé, accusé, je sais pas comment poser la question, mais si tu parlais de toi, est-ce que tu vois, enfin souvent je pose la question aux intervenants sur le podcast, est-ce que tu vois, est-ce que tu utilises un pseudo? Est-ce que c'est important de parler de toi? Est-ce que tu fais attention à ne pas parler de toi et de ta vie privée quand tu abordes la sexualité? Parce qu'on peut très bien s'intéresser à la sexualité, en parler de manière générale, scientifique, sociologique, de plein de manières différentes, sans pour autant parler de soi. Mais là, quand on écrit, j'imagine que bah, tu vois, on s'inspire de plein de choses et on peut aussi s'inspirer de sa vie. Là, tu viens de dire que du coup, ta mère et son métier avaient pu t'inspirer sur ces sujets-là. Voilà, est-ce que finalement tu oses parler de toi, ou non, c'est pas un sujet? Ça dépend. Alors effectivement, dans un article sexo ou dans un livre sexo, c'est hyper important de se détacher de sa propre vie sexuelle, même si elle est enfin, même si c'est inspirant, en fait. C'est quand même ta pratique et ton expérience qui peuvent te guider sur certains terrains, mais c'est hyper important de rester hyper objectif quand tu démarres un ouvrage et tu vois, là, sur le postpartum, justement, c'est hyper cool. Je suis hyper objective. Moi, je débarque, tout comme j'ai écrit un livre sur la ménopause, tu vois, j'en sais rien, en fait. Donc, du coup, arriver avec toute cette espèce de fraîcheur et curiosité et une panoplie de questions bêtes, parce que c'est hyper important, et ben, ça permet d'écrire, je pense, un bon ouvrage. Après, sur un roman, c'est différent, ouais. En fait, même si on veut pas mettre de part de soi, c'est un choix après. Tu te dis, bon, bah, je mets une part de moi ou je m'inspire de faits réels et ensuite je fictionne la suite. Je pense qu'il y a toujours une part de soi. Moi, je me demande encore pourquoi j'ai voulu vraiment écrire là-dessus, si ce n'est que, ouais, moi, quand je l'ai écrit, je savais que, enfin, j'avais pas envie d'enfant, en fait, et j'ai l'impression que mon héroïne est tout l'inverse de moi et que j'avais peut-être besoin d'explorer la face inverse. Enfin, c'est une analyse que m'ont fait aussi des copines et tout, tu vois. C'est genre, bon, toi, ta pire angoisse, c'est de tomber enceinte maintenant et de plus pouvoir bosser à fond et tout. Et ton héroïne, elle a qu'une envie, c'est de faire un bébé maintenant, tu vois. Et donc, peut-être que, ouais, j'avais, je pense, cette espèce de dualité enfin, j'ai écrit, en fait, sur cette face un peu opposée. Donc, mais tu vois, tu sais jamais trop pourquoi. Après, je trouvais que c'était un sujet tendance, c'est ça aussi qui m'a attirée. Et puis, j'avais une très bonne amie qui faisait les démarches, elle, de faire un bébé toute seule. Et c'est là que je me suis dit, mais sujet tendance, on n'oublie pas qu'on écrit aussi pour interpeller les gens sur des choses voilà, on veut interpeller aussi. Regardez ce qui se passe. Ah, du coup, ouais, c'est vrai que quand t'écris, alors que ce soit un roman ou un essai ou un guide, ou voilà,
ou même un article, il y a, mais peut-être sur l'article je le voyais, mais pas forcément sur le roman. Il y a aussi, vous pensez quand même la maison d'édition, ouais, clairement, mais toi en tant qu'autrice, tu penses au côté, c'est le moment. Tu vois, un côté dans le jargon entrepreneurial, on va dire, c'est le time to market, genre le temps pour le marché, le marché est prêt, tu vois. Est-ce qu'il y a ça aussi du côté du lectorat, en fait? Ouais, on est un peu obligé de réfléchir d'un point de vue plus market, business. Ouais. Bah ok, ouais, il faut le sortir à tel moment parce que là on en parle, et puis tel mois on fait jamais de vente parce que c'est pas un mois où les gens vont en librairie, tu vois. À l'été les gens ils lisent que ça, là les gens en janvier ils lisent le programme télé, enfin je te dis n'importe quoi. Après ça reste des réflexions qui sont assez propres à l'éditeur. Après l'auteur lui, l'essentiel c'est de partir de soi, c'est d'avoir une intention, c'est de se dire voilà moi j'ai un sujet qui me tient à cœur. T'écris pas sur un sujet qui te tient généralement pas à cœur, ça marche pas. C'est faux, c'est trop bricolé, c'est trop construit, c'est trop. Mais tu peux partir de sujets en te disant mais ouais c'est un sujet qui peut interpeller en ce moment. Moi ça me fascinait parce que quand j'avais une bonne amie comme ça qui voulait faire un bébé toute seule, je me suis dit mais cette héroïne est parfaite en fait, tu vois, c'était genre il faut absolument en parler, c'est de plus en plus courant, il y avait des chiffres qui disaient que de plus en plus de femmes partaient à l'étranger pour faire des femmes seules qui partaient à l'étranger pour faire une PMA, etc. Donc tu te dis bah c'est une tendance, donc j'ai envie d'explorer. Et puis je trouvais ça hyper excitant de me dire mais je vais devoir écrire 300 pages sur une nana qui fait tout pour tomber enceinte. Qu'est-ce qui va lui arriver en fait? T'as un fil rouge qui est déjà qui facilite aussi ton écriture, tu vois. Donc oui, mais t'es obligé de le réfléchir, surtout pour les guides pratiques, ça se réfléchit, ouais. Ça se réfléchit. On sort pas un livre n'importe. Enfin, les éditeurs, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Mais... Non, mais ouais, c'est vrai que pour les guides et pour un article dans la presse, je l'entends plus, je l'imaginais plus forcément. Il y a un côté actualité, quoi. Mais pour un roman, je l'imaginais pas forcément. Ok. C'est plus rare, non, c'est plus rare. Je veux pas dire de conneries. Hein. Je pense que les auteurs ont réfléchi. Enfin, je dis j'écris qu'un roman dans ma vie, mais et un deuxième là que je viens de terminer. On le réfléchit pas en termes d'actualité, etc. Mais on sait que certains. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que parfois, je sentais en tout cas pour 89 mois que c'était un sujet qui pouvait interpeller et c'était cool de mettre sur papier voilà des détails autour de ça, de montrer ce qui se passait, parce que de plus en plus de femmes font ça. Après, tu vois, le roman que je viens de terminer, ça parle d'amour. Je veux dire, je cherche à interpeller personne là. Tu vois, c'est pas, il y a aucun intérêt, il y a pas du tout d'actualité. C'est plus pour le plaisir de, je sais pas, d'avoir laissé. J'ai fait monter des souvenirs et j'espère que ça touchera les gens. Mais Sex 1000, tu vois, Sex 1000, ça reste un peu littéraire quand même, et il y avait pas du tout je saisissais aucune opportunité. Non, j'interpellais personne. Qui te tenait à cœur. Oui, c'est ça. Ok. 89 mois, c'est particulier. C'était plus, je pense, je veux pas dire de conneries. Hein, donc, et après, du coup, donc là, La charge sexuelle est sortie, c'était quoi? Cet été, je crois. En juin, ouais. En juin. Et donc là, tu pars, donc normalement, on verra si on peut en parler sur le postpartum et les charges qui en découlent aussi, quoi. Ok, super. Bah, j'ai hâte de lire ça alors. Super intéressant. Merci beaucoup. Je vais couper là. Bah, merci à toi. Trop bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.